va envoyer, j'ai toutes les archives, hein, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, il va envoyer le pape Pie XII 1 390 000 francs pour cette association créée par le diocèse de Toulouse. Et dans des échanges entre le nonce apostolique en France et l'évêque auxiliaire qui était Monseigneur de Courrèges-du-Stou, c'était le bras droit de Monseigneur Saliège, parce que vous le savez peut-être, mais Monseigneur Saliège avait eu un accident, une sorte d'AVC, donc il était très handicapé, il parlait avec beaucoup de difficultés, il avait du mal à écrire, donc en fait, on va dire que sa prolongation, c'était Monseigneur de Courrèges-du-Stou, qu'on évoque, mais pas suffisamment, parce que quand on regarde les documents conservés au diocèse de Toulouse, qui datent de 1945, les lettres de remerciement, par exemple, Georges Garel, le directeur de l'œuvre de secours aux enfants de Lauzé, il envoie une lettre en 1945 au diocèse de Toulouse pour remercier le diocèse de Toulouse d'avoir ouvert les portes des institutions catholiques pour accueillir des enfants juifs. Et la lettre, elle n'est pas adressée à Monseigneur Saliège, elle est adressée à Monseigneur de Courrèges-du-Stou. Et à aucun moment Saliège est évoqué dans cette lettre. Donc c'est pour vous montrer que c'était l'autorité et c'est lui qui a donné son aval pour tout ça. Mais en réalité, les chevilles ouvrières, elles sont tombées dans l'oubli et c'est important aussi de les évoquer. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans cette thèse. Donc, dès 1941, ils interviennent dans les camps d'internement pour des secours matériels, nourriture, soins, des couvertures, etc. Et puis, au fur et à mesure, on sent que cette association du diocèse de Toulouse va évoluer et va être très clairvoyante sur ce qui va arriver, puisque dès le printemps 1942, on a la création d'une maison dans la campagne de Haute-Garonne, dans le Lauragais. C'est une commune qui s'appelle Vendine, qui existe encore aujourd'hui. Il doit y avoir 200 habitants. Il y a la nouvelle autoroute Toulouse-Castres qui va traverser cette petite commune. Et dès le printemps 1942, j'ai des documents qui attestent que le diocèse de Toulouse envisage d'ouvrir une maison tenue par des religieuses catholiques pour accueillir au début des enfants espagnols qui ont été extraits des camps d'internement. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que dès l'été 1942, on a des premiers enfants juifs, eux aussi extraits des camps d'internement, qui vont arriver dans cette maison. Mais comme je vous le dis, cette maison, elle est imaginée dès le printemps 1942, donc avant même les grandes rafles qui visent les femmes et les enfants. Donc ça montre quand même une clairvoyance de la part du diocèse de Toulouse. Et une partie des fonds que j'ai évoqués, qui sont envoyés par le pape Pie XII, vont être, un tiers de ces fonds vont être attribués à l'ouverture et au maintien de cette maison, qui finira par fermer à l'automne 1943. Et dans ces échanges entre Monseigneur de Courrèges-du-Stou et le nonce apostolique en France, à un moment, Monseigneur de Courrèges-du-Stou envoie une lettre au nonce et lui explique qu'une partie de cet argent sert à sauver des enfants juifs. Et le nonce apostolique répond tant mieux si cet argent peut faire du bien à ces pauvres petits malheureux juifs. Alors je ne sais pas si c'est un terme très péjoratif de l'époque pour dire juif, mais en tout cas, c'est à nuancer, mais en tout cas, il ne s'oppose pas à l'utilisation de cet argent. Et j'ai d'autres échanges comme ça dans les mois qui suivent. Donc alors ça ne permet pas de réhabiliter le pape Pie XII, pas du tout, c'est pas le but, mais ça permet d'apporter des nuances et de montrer qu'il y a eu des marges de manœuvre qui ont été réalisées dans le silence, dans le secret, et qui ont aidé aussi à permettre à ces enfants juifs d'être sauvés. Donc c'est important aussi d'évoquer ces choses-là pour nuancer. Ensuite, cette maison de Vendine va fermer parce que ça devient trop dangereux. Et puis, on va avoir là derrière un autre lieu d'accueil mis en place, utilisé par le diocèse de Toulouse, qui a été extrêmement important puisqu'on a eu 83 enfants juifs qui vont être cachés dans ce pensionnat. C'est un pensionnat qui se situe au fin fond de l'Aveyron, à Cap-de-Nacquart. Si vous allez dans l'Aveyron, je vous invite à y aller parce que c'est exceptionnel. Le pensionnat existe encore,
enfin, c'est plus un pensionnat, c'est un ITEP, mais ça montre aussi une certaine continuité. On a beaucoup de lieux de sauvetage qui aujourd'hui sont encore des lieux dédiés à l'enfance et notamment à des enfances difficiles qui peuvent avoir du mal à s'intégrer dans les cadres, on va dire, communs, l'école publique, etc. Donc aujourd'hui c'est un ITEP, mais la partie historique existe encore, le clocher que vous voyez derrière existe encore, et il y a une trappe dans la salle du chapitre, une trappe dans laquelle, qui mène à un vide sanitaire, et j'ai des témoignages, Annie que vous voyez là sur la photo, c'est la troisième habillée en gris clair, Annie Beck dont j'étais très proche. C'était une des plus âgées qui était cachée au pensionnat et elle a été cachée dans ce vide sanitaire pendant 3 jours quand les Allemands stationnaient dans la commune. Et cette trappe avec ce vide sanitaire existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous soulevez la trappe, c'est le même bois, le même parquet. C'est exactement comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est exceptionnel comme lieu, qui part en ruine d'ailleurs par manque d'argent. Mais donc je m'intéresse à cette étude de cas parce que c'est extrêmement intéressant. On a des enfants de 0 à, enfin peut-être pas de 0, mais de quelques mois jusqu'à 16-17 ans qui sont accueillis dans ce pensionnat. On a aussi quelques adultes. On a, après la guerre, une maman qui va être accueillie. Elle revient de déportation. Elle est tellement dans un état second qu'elle ne peut pas s'occuper de ses filles qui étaient cachées dans ce pensionnat. Donc la directrice Sœur Bergon va l'accueillir pendant 1 an ou 2 et continuer à s'occuper de ses filles pour permettre à la maman justement de se retaper à son retour de déportation. Donc voilà, c'est vraiment une étude de cas extraordinaire et puis c'est surtout une expérience enfantine bien particulière parce que tous les enfants qui ont été cachés dans ce pensionnat n'ont que des souvenirs heureux et ils ont reçu énormément d'amour de la part de ses sœurs. Alors c'est lié aussi à celle qui tenait le lieu, hein. Mais voilà, c'était pour eux un peu une bulle d'oxygène dans cette période de ténèbres. Donc c'est vraiment un lieu à part dans ma thèse qui est très intéressant à étudier. Et puis j'ai retrouvé aussi beaucoup de liens qui ont été maintenus entre les religieuses et les enfants cachés après la guerre. Encore hier, je regardais mes archives sur cette étude de cas. J'ai retrouvé une lettre qui date de 2001, donc 8 ans avant la mort de la directrice Madame Bergon. Et elle s'adresse donc à une dame qui s'appelle Eliane et qui a été cachée quand elle avait peut-être 10 ans dans ce pensionnat. Et donc on est en 2001, donc cette dame en 2001, elle doit avoir ouais, presque 60 ans, et Madame Bergon l'appelle encore ma petite poupée de 42-44. Donc c'est pour vous montrer toute la continuité qu'on peut faire, c'est vraiment extraordinaire comme étude de cas. Et puis j'ai plein de photos aussi, parce que bizarrement, énormément de photos ont été prises entre 42, c'est à partir de décembre 42, les enfants commencent à arriver là-bas, et jusqu'à la libération en août 44, donc on a énormément de photos. Voilà pour cette étude de cas. Au niveau des apports historiographiques, donc comme je vous le disais, sur la sortie de guerre, rien n'a encore été fait, en tout cas pas à ma connaissance. Et ça fait partie des très belles photos que j'ai pu trouver dans des fonds privés. Là, on est le 28 juin 1945 sur les quais de la gare Matabio, et ce sont des enfants juifs, donc orphelins, qui ont été cachés pendant la guerre et qui ont été pris en charge à la libération, je vais vous en parler juste après, par l'armée juive, donc qui avait... c'était une mouvance sioniste, et ils sont envoyés donc en Palestine le 28 juin 1945. Là, ils montent dans un train pour aller à Marseille, et ensuite de Marseille, ils sont envoyés en Palestine. Il y aura notamment une partie de ces enfants, alors pas forcément ceux de cette photo, mais qui seront sur l'Exodus, que vous devez connaître. Je reviens à ma photo de début.
Cette photo magnifique que vous avez derrière, c'est une photo qui a été prise, alors on n'a pas la date exacte, mais j'ai mis fin août 44 parce que c'est très probablement à ce moment-là. En fait, ce que vous voyez derrière, c'est le jardin, on est dans le jardin de l'ancien siège de la Gestapo, puisque les Allemands arrivent à Toulouse en novembre 42. Ils s'installent dans une très très grande maison bourgeoise qu'on appelle le Petit Château, dans un quartier bourgeois à Toulouse, vers le centre-ville. Et comme souvent la Gestapo à Montpellier, à Marseille, c'est la même chose. Voilà, pourquoi ne pas prendre les plus beaux bâtiments? Bien sûr, il y avait une famille qui y vivait, hein, elle a été mise à la porte. Ils récupèrent ce petit château et en fait, en août 44, un mouvement de résistance qui s'appelle l'Armée juive, que vous connaissez peut-être, parce qu'il y a eu quelques mouvements de résistance juive et celui-ci en fait partie. Il a été créé à Toulouse. Ça a commencé par une résistance intellectuelle dans les murs, entre les murs de la synagogue Palapra. Et puis ça a évolué au fur et à mesure vers une résistance armée et puis aussi une branche de sauvetage qui s'appelait le SER, le service d'évacuation et de regroupement, et une deuxième branche de sauvetage, le SER avec un E à la fin, service d'évacuation et de regroupement des enfants. Et donc l'armée juive, à la libération de Toulouse en août 44, ils récupèrent le siège de la Gestapo, ils utilisent les Allemands qui sont encore présents pour faire le ménage, etc. Ils récupèrent toutes les armes aussi qui étaient conservées dans les sous-sols, qui seront envoyées d'ailleurs plus tard en Palestine. Et ils récupèrent aussi le bâtiment et ils vont en faire un foyer qui va devenir donc un foyer du CER, de l'armée juive, qui devient l'organisation juive de combat à la résistance. Il y a beaucoup de changements. Et donc ce foyer, qui au début est le CER, va devenir en 1945 l'Opège, créé par Lucien Leblin, qui était un résistant de l'armée juive. L'Opège qui existe encore aujourd'hui, organisation de protection de l'enfance juive. Et donc c'est le premier foyer de l'Opège qui est créé. Il est créé à Toulouse. On en entend très peu parler parce qu'on parle beaucoup du foyer, enfin des foyers de l'Opège qui étaient en région parisienne, alors qu'en fait le premier c'est celui-ci, dans un lieu quand même particulier, ancien siège de la Gestapo dans lequel beaucoup de résistants ont été assassinés. Et là sur cette photo vous voyez donc une partie des enfants pris en charge dans ce foyer. Donc il y en a plusieurs qui sont arrivés au fur et à mesure des années, jusqu'à la fermeture de ce foyer en 47-48. Et le foyer était géré par des résistantes juives qui faisaient partie justement pendant la guerre de l'armée juive et qui sauvaient les enfants en les faisant passer en Espagne, etc. Donc en fait, elles continuent leur engagement après la guerre aussi en s'occupant des enfants, en étant monitrices dans ce foyer. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit, personne n'a travaillé sur ça, d'où l'intérêt de l'évoquer dans mon sujet de thèse, c'est pour ça que je suis allée jusqu'en 48. Pourquoi je vous disais ça? Parce que voilà, là, c'est les enfants du CER, de l'Opège, qui sont envoyés en Palestine au fur et à mesure, jusqu'à la création de l'État d'Israël. Certains vont partir aussi aux États-Unis. Ensuite, je travaille aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les éclaireurs israélites, et notamment sur les éclaireurs israélites après la guerre, puisque Chata et Polly Simon, que vous connaissez peut-être, qui s'occupaient de la maison d'enfants qui était située 18 quai du Port à Moissac, un couple emblématique. Ils avaient donné rendez-vous aux enfants quand les enfants ont été dispersés en 1943 et que les maisons et les fermes-écoles ont été dissoutes. Chata et Polly Simon ont dit aux enfants et aux adolescents rendez-vous lors du premier Shabbat après la libération, enfin à la libération. Et effectivement, on le retrouve dans les témoignages de tous les cadres des EI. Ils sont tous revenus, tous ceux qui ont pu revenir sont revenus à la libération à Moissac pour fêter le premier Shabbat. Alors je ne sais pas si c'était vraiment le premier ou pas de la libération, mais en tout cas ils sont revenus vraiment les semaines qui ont suivi la libération à Moissac pour retrouver les cadres qui les ont pris en charge pendant la guerre. Et
je travaille sur cette partie aussi de l'après-guerre à Moissac, puisque un moulin qui est énorme, que je n'ai pas mis en photo pour ne pas multiplier les slides, mais un moulin énorme qui existe encore aujourd'hui et qui est un hôtel, a été réquisitionné par le mouvement des éclaireurs israélites pour en faire un centre de formation professionnelle pour former justement les adolescents. Et la maison d'enfants 18 quai du Port a réouvert ses portes pour accueillir les plus jeunes. Et voilà, les plus âgés étaient formés professionnellement dans ce moulin à Moissac. Et là, vous avez une très belle photo. Vous avez une expo en ce moment au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris sur la photographe Denise Bellon, qui, comme Germaine Chauvel à Toulouse, sont deux photographes femmes et donc tombées dans l'oubli, qu'on essaie justement de diffuser aujourd'hui. Donc l'expo est en ce moment, mais je crois qu'elle se termine en mars. Donc voilà, il faut se dépêcher, mais elle est magnifique. Et elle a fait un reportage photo en 1945 à Moissac sur justement les éclaireurs israélites. Et là, vous avez une photo absolument formidable de deux adolescents juifs, dont un qui est revenu de déportation, puisque vous voyez son tatouage sur son avant-bras. Donc cette photo est absolument magnifique et tragique à la fois. Et donc personne n'a travaillé non plus sur ce moulin de Moissac après la guerre. Donc j'ai trouvé pas mal d'archives et je vais travailler dessus, puisque l'avantage des EI, c'est qu'ils avaient une quantité d'archives impressionnante. Ils ont tout gardé, même les cours qu'ils faisaient aux jeunes, aux enfants, etc. pendant la guerre, ils ont tout gardé. Donc c'est exceptionnel. Les cours voilà, d'histoire, mais aussi d'histoire du judaïsme, de religion, etc. Tout est conservé dans leurs archives, donc c'est extraordinaire. Voilà pour une vision globale de mon sujet de thèse. Je vois difficilement ce que je peux vous dire de plus. Voilà, donc merci pour votre écoute. Merci, chère Noémie. Ça donne envie, effectivement, de lire ta thèse, en tout cas quand elle sera publiée. Hein, c'est tout le mal que je te souhaite. D'abord la soutenance, voilà, la rédaction, la soutenance et la publication. Tu as un beau sujet entre les mains, des années, des mois et des années d'études, des sources effectivement passionnantes, tristement passionnantes. Et j'aimerais, je ne l'ai pas fait en début de conférence, excuser Carole Daga et Mickaël Delafosse. Ils se sont excusés pour cette soirée. C'est un sujet évidemment local, régional. Remercier également les médias qui ont annoncé l'événement, Midi Libre et la Gazette de Montpellier, et notamment. Alors, tu disais tout à l'heure, tu n'es pas médiéviste, donc tu es contemporanéiste. L'histoire de Toulouse est lacrymale, que ce soit pour la période médiévale ou la période contemporaine, sans aller jusqu'à la période immédiate avec Observatoire. Les exemples, effectivement, tendent à montrer que l'histoire est beaucoup moins ensoleillée. Pour autant, il y eut un nombre conséquent de justes parmi les nations. D'ailleurs, la région occitane est la 3e ou 4e région hexagonale au niveau des Chassidei Yeshua d'Olam. Tu travailles sur les éclaireurs israélites de France. Il me plaît effectivement de rappeler le souvenir des frères Gradvol à Montpellier et d'Edgar Lévy, qui ont été passés par les armes à Saint-Flour, qui étaient résistants et scouts juifs. Rappeler également, puisque tu entendais mettre en exergue la gente féminine de femmes qui ont l'une a beaucoup travaillé avec des enfants juifs. C'est Sabina Zgati, la monitrice. L'histoire a retenu l'épisode épilogue douloureux d'Isieux d'Orlin, où elle, effectivement, les 44 enfants d'Isieux ont été arrêtés par Klaus Barbie. Mais l'essentiel de la guerre, ils l'ont passé à Campestre et Palavas-les-Flots. La dame d'Isieux, monitrice de la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault, devenue colonie des enfants d'Isieux, elle a même sorti du camp de transit à Gatois, camp de l'anti-France, pour reprendre les mots de Serge Klarsfeld, souvent d'ailleurs oublié sur la carte du Tour de France de la mémoire. Elle a sorti 300 enfants juifs et 30 enfants de Tziganes. Une autre femme méritante, évidemment, la châtelaine d'Assas, Raymond de Mangel. On va donner la parole au public. C'est tout ce maillage d'organisations qui se sont mises en branle pour sauver les enfants juifs, les éclaireurs israélites de France, le mouvement de la jeunesse sioniste, le Joint américain, et évidemment le comité d'assistance aux réfugiés aussi,
s'il n'y avait pas que des enfants. Et l'organisation de construction de travail. Alors là, c'était pour les adultes, c'était effectivement à une visée professionnelle. En tout cas, bravo. Bravo parce que c'est un sujet lourd de sens, lourd d'un point de vue mémoriel, et puis s'atteler à une thèse aujourd'hui, c'est quelque chose d'ardu. Donc, mille bravo pour ce labeur, pour cette ardeur, et pour ce travail en profondeur, effectivement, que tu mènes donc avec deux directeurs de thèse, Patrick Cabanel, que nous avons reçu avec Sepharim et l'Institut Maïmonide il y a quelques années pour l'une des éditions du Salon du Livre des Non-Juifs. Y a-t-il une question, une intervention par rapport à la présentation de ce sujet de thèse? Monsieur Guy? Merci infiniment de cet exposé. Je ne vais pas reprendre les paroles de Michael, mais je les partage totalement. Et bravo, vraiment bravo pour ce travail. J'ai deux questions. Une question d'ordre personnel. Vous nous avez dit que vous travaillez sur le sujet depuis votre mémoire. Mais qu'est-ce qui vous a amené avant votre mémoire à ce sujet? Ça me semble intéressant de le savoir. Et puis sur le plan plus général, donc vous centrez votre réflexion sur les enfants sauvés ou non pendant la guerre. Et donc, au-delà de la forme, est-ce qu'on a des statistiques sur le pourcentage, ou en tout cas la part des enfants qui ont pu être sauvés et la part de ceux qui ont finalement été retrouvés, disons, une vie juive après? Je réponds d'abord à la deuxième question. Les statistiques, je ne les ai pas avec moi. J'ai une bonne mémoire, mais pas pour les chiffres. C'est pour ça que j'ai fait littéraire et pas scientifique. Mais pour les statistiques, ce que je peux vous dire de mémoire, c'est que les déportations dans le Midi toulousain, ou en tout cas en Haute-Garonne, par rapport aux enfants, on a quand même un chiffre assez bas d'enfants déportés. De tête, je ne pourrais pas vous dire comme ça, mais je pense qu'on est sur moins de 1000 enfants, donc c'est peu par rapport à d'autres départements. Alors ça s'explique pour plein de raisons différentes, par rapport au sauvetage, par rapport aussi au fait que jusqu'en novembre 42, on était en zone non occupée, donc parfois ça a pu jouer un petit peu aussi. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont été sortis des camps d'internement, confiés à des organisations et ensuite cachés. On est aussi dans une zone, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le sauvetage aussi, alors parfois ça s'est improvisé un peu dans l'urgence, comme avec l'exemple de l'armée juive que j'ai évoqué tout à l'heure, avec l'exemple aussi des éclaireurs israélites, mais on a quand même parfois des réseaux de sauvetage qui existent depuis un moment. Par exemple, les éclaireurs israélites, ils existent depuis les années 20, donc ils vont se transformer pendant la guerre pour s'adapter à la nouvelle configuration, mais on est quand même sur quelque chose d'assez bien établi, avec des points, des refuges déjà un petit peu dans plusieurs villes, etc. On a aussi par exemple la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, qui a sauvé beaucoup d'enfants juifs pendant la guerre dans le Midi toulousain, mais il commence à venir en aide aux enfants dès la guerre d'Espagne. Au début, ils sont en Espagne, ensuite ils arrivent dans le sud de la France pour suivre justement les enfants espagnols qui sont internés, et puis naturellement, ils vont s'engager dans le sauvetage des enfants tziganes et des enfants juifs. Donc voilà, ça c'est juste une précision que je voulais faire. Donc tout ça, ça explique aussi le fait qu'on a un chiffre d'enfants déportés assez faible pour le Midi toulousain. Il y a eu aussi les lettres pastorales. Je n'ai pas évoqué, mais bon, c'était une évidence quand j'ai parlé de Saliège, mais peut-être que tout le monde n'en a pas entendu parler, mais Saliège qui va écrire sa lettre le 23 août 42, qui va être diffusée, alors peut-être que Patrick Cabanel en a déjà parlé en venant ici, mais elle va être diffusée partout, jusqu'à New York, Londres, au Vatican, etc. C'est le premier homme d'église en Europe à prendre la parole publiquement, donc c'est quand même assez exceptionnel. Ça va être suivi d'autres lettres pastorales du même genre à Montauban avec Monseigneur Théas, Monseigneur Moussaron à Albi, Monseigneur Jarlier à Lyon,
l'évêque de Marseille, de Bayonne, etc. Toutes ces lettres vont aussi mobiliser l'opinion publique, la renverser un petit peu, en plus du fait qu'on voit des femmes et des enfants se faire arrêter. Donc par exemple à Toulouse, en Haute-Garonne, de septembre 42 à février 43, on arrête les déportations à cause en partie de l'opinion publique qui a été bouleversée par ces rafles d'enfants, de femmes et par les lettres pastorales aussi. On a la même chose à Montpellier et à Béziers. Les arrestations de femmes et d'enfants ont été très mal perçues par la population. On a un rapport du préfet délégué Benedetti qui était vichyste, mais qui a enfreint les ordres du gouvernement de l'État français avec Ernst et Friedrichs. Mais ça, c'est autre chose. Mais là, quand effectivement il essayait de travailler pour Vichy, il brosse dans son rapport un sombre tableau des arrestations de 1942. Et à Béziers, la population a très très mal accueilli les arrestations de femmes et d'enfants. Merci beaucoup. Mais donc voilà, ça fait partie des éléments qui expliquent aussi ce chiffre assez bas. Ensuite, quels autres éléments? On est aussi sur des départements qui sont assez ruraux autour de Toulouse. Voilà, pour disperser, cacher les enfants aussi, c'est un petit peu plus facile. On a pas mal aussi d'institutions catholiques qui ouvrent leurs portes et qui sont vraiment cachées, entre guillemets, dans la campagne aux alentours de Toulouse. Voilà, donc toutes ces raisons-là sont des explications à ce chiffre relativement bas. Mais oui, je me suis fait la remarque au début de ma thèse, on a quand même assez peu d'enfants juifs qui sont déportés depuis la Haute-Garonne et puis depuis les départements alentours aussi. Mais il y en a quand même, et je les évoque bien sûr dans ma thèse, parce que parfois on a un cas de figure, par exemple à Auvillard, dans le Tarn-et-Garonne, qui était une branche, une des communes mobilisées par les éclaireurs israélites. C'était le frère en fait de Chata-Simon que j'ai évoqué tout à l'heure, Sigismond Hirsch, qui était basé à Auvillard et qui cachait les enfants dans ce secteur-là. On a donc l'exemple de Sigismond Hirsch, ce cadre éclaireur israélite qui va cacher des enfants, alors c'était plutôt des adolescents, dans le secteur d'Auvillard, et pourtant il fait ça donc dès 1942, mais on a quand même à un moment une famille juive qui vit à Auvillard, qui est assignée à résidence à Auvillard, qui va être arrêtée, et notamment dans cette famille il y avait une adolescente. Donc ça montre aussi que parfois il y a des réseaux de sauvetage qui existent et on ne sait pas pourquoi, entre les mailles du filet, on a des familles qui ne sont pas au courant de l'existence de ce réseau et qui vont être arrêtées et déportées. L'exemple de cette famille d'Auvillard. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Oui. Et la deuxième partie de la question, au retour, ce retour à la vie juive s'est fait dans des conditions. Est-ce que les parents ou parce que certains ont vécu en foyer catholique, m'avait dit, et donc est-ce que la question est moins importante que la première à laquelle vous avez répondu, mais c'était une petite curiosité de savoir. Comment ils se sont réintégrés? Voilà. Alors, je creuse encore sur ce point-là, donc je ne peux pas tout à fait vous répondre. Il y a des enfants qui ont été convertis. J'ai le cas pour le pensionnat Notre-Dame de Massy, mais ce qui est très important et qu'il faut souligner, c'est que pour le diocèse de Toulouse, Monseigneur Saliège et Monseigneur de Courage-du-Stou ont bien précisé qu'il ne fallait pas convertir les enfants. Ça, c'était vraiment un point d'honneur. Alors, je ne sais pas dans les autres diocèses, mais ça a été vraiment quelque chose de très très important pour eux de ne pas convertir les enfants. Ils le disaient à toutes les institutions qui ont pris en charge des enfants. Mais il y a eu des conversions quand même, quelques-unes, qui se comptent sur les doigts d'une main, dans le pensionnat Notre-Dame de Massy. Mais Denise Bergon, la directrice, raconte que ce n'est pas de son fait, que c'est lorsqu'un évêque, mais lorsqu'un prêtre de Auch, je crois, est passé à un moment par le pensionnat. Il y a des adolescentes qui étaient tellement habitées par la foi des religieuses, en fait, elles les voyaient prier, etc. Et elles sont tombées amoureuses de cette religion, elles ont demandé à ce prêtre de les convertir.
et Madame Bergon est arrivée, c'était à la tombée de la nuit, au moment où elles étaient en train d'être converties par le prêtre, et elle était complètement folle et en colère après ce prêtre, et elle le raconte dans son témoignage, parce qu'elle ne voulait absolument pas que ces jeunes filles soient converties, mais c'était voilà, la volonté de ces jeunes filles, et certaines ont continué à être catholiques après la guerre apparemment, puisque j'ai même des documents de juifs qui suspendent les pensions qu'ils versaient à ces jeunes filles parce qu'elles se sont converties. Et pour la réintégration ensuite des enfants, leur rapport à leur religion juive, c'est quelque chose que je creuse en ce moment, donc je ne peux pas tout à fait vous répondre, mais il y avait une éducation juive qui était inculquée aux enfants dans ces foyers-là. Là, on est sur un foyer sioniste que vous voyez derrière. Je sais que voilà, il fêtait les fêtes juives, etc. Et pareil pour les éclaireurs israélites. C'est un sujet important, effectivement, le sauvetage des enfants juifs par les autorités chrétiennes. On a tous en mémoire l'affaire Finali. J'aimerais d'ailleurs avoir une pensée pour Edith Moscovitch, qui a été ma prédécesseur au Comité français de Moyen-Orient pour la région occitane, qui a été d'ailleurs aussi administratrice de l'Institut Maïmonide, qui était une enfant cachée dans le sud-ouest de la France, dans ta région, dans l'un des Noé ou Bressé-Médou, je ne sais plus. Et elle avait été cachée par une famille charitable chrétienne, et elle connaissait le catéchisme aussi bien effectivement, que ses sœurs cadettes. Alors oui, c'était un sujet important. Le cardinal Lustiger, il s'appelait Abraham, bon, il a aussi une révélation, et il a embrassé la foi chrétienne. Pour en revenir à ce que disait M. Elki, la géographie explique aussi beaucoup les sauvetages parallèlement aux gens d'église. Vous allez dans les Cévennes, si cher à professeur Cabanel, il y a aussi beaucoup de protestants, mais, je suis allé de nombreuses fois remettre la médaille des Justes parmi les nations, et aujourd'hui, avec les moyens de communication et de transport actuels, c'est ardu de se rendre du côté de Langogne, en Lozère, dans les Cévennes, si protectrices. Alors vous imaginez, il y a 80 ans. Donc, mais avant tout, ce sont des gens d'église catholiques et protestants qui ont effectivement, qui sont la raison probablement numéro une du sauvetage important dans la région occitane, que ce soit le Languedoc-Roussillon ou Midi-Pyrénées. Ça, indubitablement. Et s'il y a eu la polémique sur Pie XII, en tout cas, dans les petites paroisses, ici à Montpellier, le père Paul Parguet de la paroisse Sainte-Bernadette, l'abbé Prévost, et pour les protestants, les sœurs dominicaines du monastère des Tourelles, Suzanne Babut, bon bref, voilà, cette fraternité retrouvée qui va être concrétisée par Vatican II, eh bien elle s'amorce dans ces temps de ténèbres que tu as si joliment, tristement joliment décrit tout à l'heure. D'autres questions ou interventions, madame? Est-ce que vous pourriez parler un peu du rôle des Quakers américaines dans la région toulousaine? Alors, si j'ai 2 heures devant moi, oui, mais je les évoque, exactement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je les évoque. C'est un point très important de ma thèse parce que je crois qu'il y a une étudiante qui a fait un mémoire sur ça. C'est une branche du protestantisme. J'aurais du mal à vous donner une définition exacte, mais c'était très international. On a beaucoup de nationalités. On a des Hollandaises, on a des Irlandaises, des Écossaises, des Américains, etc. Voilà, c'est plein de nationalités. Voilà, c'est ça. Et les Quakers à Toulouse ont caché beaucoup d'enfants, et j'étudie leurs archives justement qui sont conservées au mémorial de la Shoah. Et autant vous dire qu'il y a 44 000 pages. Voilà, donc c'était un bon travail. Je dois y retourner en mars là. Mais je travaille sur eux parce qu'ils ont notamment. Et quel était leur rôle? Parce que moi, personnellement, je suis la fille de Mary Ellis, qui a été. Qui s'est occupée des Quakers américains, qui a eu un rôle important avec les Quakers américains à Rivesaltes. C'est pour ça. Oui, bien sûr. Mais ils sont intervenus. Ce qui se passe à Toulouse. Ils sont intervenus justement dans les camps d'internement au début, et puis à Toulouse, ils vont ouvrir une cantine dans un lieu qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la Halle au Grain. Aujourd'hui, c'est une salle de concert, tu dois connaître puisque ta sœur a joué là-bas.
ils avaient ouvert une cantine solidaire, si on peut dire, à Toulouse. Et puis, ils avaient aussi et surtout ouvert un château qui leur a été donné gratuitement par le diocèse de Toulouse, qui s'appelait le château de Larade, sur lequel il n'y a eu aucune étude, justement. Donc, je travaille dessus, parce que j'ai pas mal de dessins d'enfants qui étaient cachés à Larade. Et dans ce château de Larade, on va avoir des enfants espagnols qui vont être pris en charge, catholiques, extraits des camps, et aussi des enfants juifs, extraits des camps, notamment du camp de Gurs, qui vont être pris en charge par les Quakers. Et je retrouve beaucoup Marie Helms, justement, dans ces échanges, mais on avait aussi, et surtout, alors j'essaie de retrouver son nom, mon Dieu, en plus j'ai dans la question. Le responsable à Toulouse. Oui, Alice Reich Sinvensted. Voilà, elle était de Norvège et elle s'occupait notamment du château de Larade. Et je travaille beaucoup sur elle. Elle a écrit un livre d'ailleurs, ses mémoires. Je suis très contente que vous soyez là. Avec beaucoup de contacts avec elle. Oui. Je ne connais pas trop l'histoire toulousaine. Mais c'était elle la représentante entre guillemets à Toulouse, mais après elles étaient plusieurs. Mais elle était effectivement très proche de votre maman parce que j'ai beaucoup d'échanges entre votre maman et Alice justement. Voilà, mais ils ont beaucoup œuvré à Toulouse et puis à Montauban aussi, à Marseille, etc. Et peu de personnes ont étudié justement les Quakers. Donc c'est voilà, il faut les mettre en lumière. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une interview à faire. Oui, je vais prendre votre mail, je vous assure. Mais voilà, merci de l'avoir soulevé parce que je ne l'ai pas évoqué, je ne peux pas vous évoquer toutes les études de cas. Ils ont joué un rôle quand même très important. En tout cas, dans les Pyrénées-Orientales, je connais l'histoire. Oui. Et ils sont un peu tombés dans l'oubli. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Un peu comme la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants. Voilà, À Montpellier aussi, ils ont joué un rôle, les Quakers. Ah oui? Oui, ils avaient une antenne à Montpellier. Il y a des archives sur Montpellier. Ouais. Tout est au mémorial, si jamais. Non, au mémorial de la Shoah, leurs archives. Ça s'appelle l'American Friend Committee Service. Voilà. Et pour répondre à votre question, je vais faire très court, mais c'est très difficile. J'ai eu une super prof d'histoire au lycée, parce que moi je ne suis pas du tout de confession juive. Et C'est pas grave. Non, c'est intéressant de le préciser. C'est ça. Et c'est intéressant de le préciser parce qu'on souvent on me demande si c'est le cas ou pas. Vous voulez voir le MIV? On va trouver. Mais je ne le suis pas, ma famille n'est pas liée à l'histoire de la Shoah. Mais bon, voilà, je me suis intéressée au judaïsme quand j'étais adolescente. Voilà, chacun sa crise d'adolescence. Moi, c'était le judaïsme. J'ai même voulu faire une conversion pour vous dire, voilà, qui a échoué malheureusement. Donc, tout à l'heure, on va au MIGV, c'est parti. Comme ça, tu seras rabbin pour 5 minutes. Concernant l'illustration d'Atis. C'est ça. Et en fait, j'ai eu une super professeure que j'ai gardée pendant 3 ans. J'ai redoublé en seconde, donc j'ai fait 4 ans de lycée. Et j'ai eu pendant 3 ans au lycée. Elle voulait garder les littéraires. Il se trouve que j'étais en littéraire. Donc je l'ai eu en seconde, en première et en terminale. Et elle nous a proposé en première un travail sur une stèle qui est à la gare de Portet-sur-Garonne. Donc à Portet-sur-Garonne, c'est là où il y avait le camp. Edith Moskowitz était à Portet-sur-Garonne. C'est là où il y avait le camp d'internement du Récébédou. Et ceux qui étaient internés au Récébédou, mais aussi ceux qui ont été raflés lors de la rafle du 26 août 42 en zone non occupée, ils ont été amenés à la gare de Portet-sur-Garonne et ils sont partis de cette gare-là pour aller ensuite à Drancy et ensuite de Drancy à Auschwitz. Donc il y a une stèle qui existe encore aujourd'hui, passant souviens-toi, et là on a le nom de 42 enfants juifs qui ont été raflés le 26 août 42. Et donc moi j'ai travaillé sur la première de cette liste qui, bon, ça je vous la fais courte, mais elle ne devait pas être sur cette liste parce qu'il y a une erreur dans sa date de naissance, donc elle avait 21 ans quand elle a été arrêtée. Et en fait j'adorais le prénom Ruth, donc je l'ai choisi, j'ai demandé à ma professeure de travailler toute seule sur elle, et j'ai réussi à retrouver son cousin survivant qui vivait à Miami, donc j'ai eu pas mal d'archives. J'ai travaillé sur mon temps personnel et pas que sur le temps de l'EMC au lycée. Et puis après, on a fait une exposition sur tous ces enfants, en fait. Et puis moi, j'avais un mur entier dans la salle au lycée parce que je suis la seule à avoir vraiment énormément travaillé sur
retrouver des survivants. Il y a Paul Schaeffer notamment sur cette stèle, je ne sais pas si ça vous parle. Il a été l'un des présidents du comité français pour Yad Vashem. Voilà. Et bizarrement, le duo qui travaillait dessus n'a rien trouvé alors qu'il était encore vivant à l'époque, donc c'est bizarre. Voilà. Chacun cherche comme il cherche. Et en fait, je sais pas, ça a déclenché quelque chose dans ma tête, mais je voulais faire de l'histoire depuis que j'étais petite. Mais voilà, j'ai eu quelque chose lié à ce travail. Et puis ensuite, voilà, j'ai travaillé pour le mémorial de la Shoah. Encore une fois, une rencontre improbable, mais voilà, si on croit au destin, je pense que c'était ma destinée. Mais tout est parti, on va dire, quand même de cette professeure d'histoire géo qui a cru en moi aussi, alors que j'avais perdu confiance suite à mon redoublement. Donc s'il y a des profs dans cette salle ou d'anciens profs, vous voyez finalement l'impact que vous pouvez avoir. On s'en rend pas compte. Voilà. C'est l'occasion pour moi de rappeler le souvenir d'Aimé Berthéas, qui fut ma professeur de français, qui m'avait permis, quand j'avais commencé mes travaux universitaires, de rencontrer une famille de Justes à Bédarieux, en terre bédaricienne, une famille charitable chrétienne qui a hébergé une famille d'origine autrichienne, les Weiler, à Bédarieux, à Hérépian, dans l'arrière-pays héroltais. Il y a de nombreux Justes parmi les nations. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont dans le coin, dans la Vaunage protestante protectrice, ce vendredi à 11h à 4800-500, on va inaugurer une plaque avec la région Occitanie, le comité français pour Yad Vashem, parallèlement à la remise des diplômes et médailles de Justes parmi les nations, octroyés par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, a décidé de lancer l'opération Ville et Village. Et bien en écho, la région Occitanie fait de même, et donc de nombreuses plaques ont déjà été apposées, et nous l'avons fait dans l'Hérault d'ailleurs avec Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault que je salue. Donc c'est une belle initiative de Carole Delga, Hussein Bourgi de la région Occitanie, de mettre en lumière les localités de ces villes et villages qui ont des Justes parmi les nations, et évidemment l'Avonage protestant protectrice ou les Cévennes protectrices ont de nombreux gens épris d'humanisme, de liberté, d'altruisme, de solidarité. Ils l'ont fait pour diverses raisons, motifs religieux, mais pas seulement. Donc, on va traiter de ce sujet de la Shoah encore 2 fois lors de cette saison 2025-2026. J'interviendrai le 12 mai pour présenter la Shoah à Montpellier et dans l'Hérault, c'était mon sujet de thèse, et nous recevrons 2 semaines plus tard, le 26 mai, une éminente, tu parlais de René Poznanski, on peut citer aussi Annette Vivorka, mais nous recevrons une autre éminente universitaire femme spécialiste de la Shoah, en la personne d'Annette Becker, le 26 mai, et elle parlera de Marc Bloch, qui n'est pas sans savoir qu'il va être panthéonisé. Il a été universitaire à Strasbourg, mais également à Montpellier, et il logeait rue Sainte-Croix, près de la place de la Camourgue, et il a eu une activité militante soutenue. Il avait dû faire face aussi à l'antisémitisme féroce du doyen maréchaliste Flisch. Et il dira, quant à la judéophobie, quant à l'antisémitisme, que l'antisémitisme français l'aura beaucoup plus marqué que l'antisémitisme allemand nazi. Et on lui doit cette définition qui n'a pas pris une ride quant à l'antisémitisme, poison contagieux, subtil et polyfiltrant. Merci à Noémie pour ce beau travail, pour cette belle présentation. Une dernière question. Une dernière observation, si vous permettez. D'abord, bravo pour votre thèse, pour le sujet, pour la présentation. C'est vrai, dans un temps aussi court, embrasser tant de sujets dans le grand sujet, c'est pas facile. Parfois, en français, on dit qui trop embrasse mal étreint. Mais ce n'est pas votre cas. Moi, je voulais juste vous signaler, malgré le nombre très important de fonds d'archives que vous avez pu voir et que vous possédez, je vous signale, peut-être que vous étiez déjà, je n'en sais rien, donc je m'en excuse, le fonds des archives de la Croix-Rouge à Genève et les archives de l'UNESCO. Je m'explique. La grande difficulté, c'est un sujet très douloureux. C'est que malheureusement, certains chrétiens de bonne foi, mais vraiment des vrais chrétiens, ils pensaient
pour faire sourire, une mitzvah, faire une bonne action, que de baptiser les enfants. Et nous avons des interventions auprès de l'UNESCO dans les années, tout de suite après la guerre et pratiquement jusqu'à la création de l'État d'Israël, des interventions qu'on pourrait résumer « Rendez-nous les enfants ». Comment les trouver et tout. Je pense que si c'est pas très loin, Genève, ça vaut la peine. D'abord, une partie a été digitalisée, vous pouvez avoir accès, et sinon, je pense que ce serait intéressant. Et moi-même, je vous passerai par l'intermédiaire de Michael, j'ai commis à l'époque un de mes ouvrages sur l'ancien grand rabbin de Roumanie, qui est devenu grand rabbin de Genève. Il s'appelle Alexandre de Safran. Et c'est lui, avec une véhémence exceptionnelle, qui est intervenu à plusieurs reprises, notamment pour demander aux associations chrétiennes de faire pression auprès de ces chrétiens qui, parfois, pour diverses raisons, ont baptisé les enfants, de rendre les enfants à la communauté. Et il me semble que ça touche un peu ce souvenir déjà depuis plusieurs dizaines d'années, qu'il est question aussi de la région de Toulouse. Voilà, je voulais juste vous signaler ceci parce que... Merci, Carole. Voilà. Merci. Il y a 3 annonces importantes. Jeudi, puisque on a une universitaire d'origine juive nous-mêmes, on avait reçu Sonia De Villers avec ses farines de l'Institut Maïmonide il y a 2 ans à peu près. Eh bien, si vous voulez continuer sur cette thématique avec la MJHL, Séphariim jeudi soir, c'est à Tabar à 19h, j'ai bien un documentaire sur ce sujet, 18h30. Et puis 2 autres rendez-vous importants, c'est les 2 prochains à venir, encore 2 jeunes brillants universitaires. D'abord, le 5 mars, nous accueillons Jérémy Gage, qui est universitaire à Nice, qui a commis de nombreux ouvrages scientifiques et de vulgarisation sur l'histoire des Juifs de France. Donc, il vient de sortir un petit livre, l'histoire des Juifs de France, aux éditions PUF. Donc, soyez présents, même lieu, même heure, 18h35 Pétra. Et puis, nous recevons un certain Jacques David-Abdi, je ne sais pas si Charles le connaît, qui est professeur de littérature française à l'université Paris-Cité, qui est aussi un jeune et brillant universitaire, qui nous présenterait une communication sur Kafka, conteur juif, en collaboration avec l'association Séphariim. Voilà, merci Noémie, et donc un beau mois de mars en perspective.